Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Émilie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir papoter avec moi sur le podcast de Créatrice Power. Je me réjouis de te recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui car nous allons discuter d'une thématique très importante pour les créatrices et les entrepreneuses créatives, à savoir la manière de photographier ses créations pour réussir à les vendre. Parmi les multiples casquettes que l'on endosse lorsqu'on est créatrice et entrepreneuse créative, il y a celle très importante de la photographe, car la plupart d'entre nous, donc qui vendons nos créations principalement, voire exclusivement sur Internet, les photos sont le principal argument de vente. Parmi les multiples casquettes que l'on endosse lorsqu'on est créatrice, il y a celle très importante de la photographe et la plupart d'entre nous le savent. Lorsqu'on vend principalement, voire exclusivement sur Internet, les photos sont le principal argument de vente. À elles seules, quasiment, elles devront convaincre le client de passer à l'achat. De plus, les photos qui sont publiées sur le site internet et ou les réseaux sociaux d'une créatrice vont contribuer à conforter son image de marque. L'enjeu est donc multiple et très important. Je suis persuadée, tu me diras, Émilie, si j'ai tort, mais qu'une jolie photo fera toujours plus vendre qu'une photo mal cadrée, pas vraiment illuminée, même si le produit est révolutionnaire. Mais assez parlé de moi pour le moment. Émilie, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter et expliquer aux auditrices de Créatrice Power qui tu es, ce que tu fais et comment tu les aides au quotidien? Coucou Eleonora, je suis trop contente que tu me reçoives ici aujourd'hui, donc merci beaucoup. Donc moi je suis Émilie de Émilie Photographie Le Monde, je suis photographe depuis bientôt 6 ans et depuis 2 ans je suis également formatrice photo. J'accompagne les créatrices et les artisanes à apprendre à faire de belles photos produits qui suscitent de l'émotion, qui donnent vraiment envie d'acheter leur création et qui leur permettent de se démarquer en créant un univers photographique à leur image. Merci, clair, limpide. Dis-moi un petit peu avant qu'on plonge dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous partager ta devise, la devise qui t'accompagne au quotidien? Ma devise, moi, c'est une citation, je crois. Je crois que les personnes qui ont échoué ne savaient pas à quel point elles étaient proches de réussir avant d'avoir échoué. Alors, c'est pas du tout une citation littérale, mais en tout cas, moi, ça me parle tous les jours. Quand je suis découragée et que j'ai envie d'abandonner, je me dis, mais en fait, ça se trouve demain, c'est le moment où tu vas cartonner, donc abandonne pas. Très bon état d'esprit. Alors, Émilie, j'aimerais commencer en te demandant de nous dire ce que tu penses des 2 conseils qui, a priori, semblent contradictoires, qu'on entend lorsqu'on se renseigne un petit peu sur comment photographier ses créations. En tout cas, moi, je peux te le dire, j'ai reçu ces 2 conseils. Le premier conseil est le suivant. Le plus simple, le mieux, pas d'artifice, pas d'effet. On place notre création sur un plan de travail qui la fait ressortir. On montre ce qu'on vend et c'est tout. Pas besoin de plus pour vendre. Le second conseil que j'ai reçu, au contraire, lui va souligner la nécessité de ne pas se contenter de faire des photos dignes de fiches produits, mais de permettre au client, au travers de la photo, de ressentir des émotions, de se projeter dans une situation plaisante. Et c'est ça qui va le ou la pousser à acheter nos créations plutôt que celles de l'autre. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'en pense qu'effectivement, les 2 conseils sont complètement contradictoires. Moi, je suis plutôt de la team numéro 2. Parce que c'est sûr que si on veut vendre des produits sur Amazon, évidemment, le côté fiche produit, tout ça, enfin, si on vend des clous, des vis, un clou sur un fond blanc, ça suffit, quoi. Mais par contre, je pense que quand on est créatrice, je pense que justement, on met un peu de son âme dans chacune de ses créations et c'est important qu'elles ressortent en photo. Après, je veux quand même nuancer le propos parce que je sais que justement, quand on est créatrice, on n'est pas photographe et qu'arriver à l'étape 2, c'est le fruit de pas mal de cheminement et ça demande de se former à la photographie. Donc, c'est pas facile à faire tout de suite. Donc, forcément, le conseil numéro 1 est pas non plus complètement mauvais, quoi. Donc, je dirais que c'est peut-être tendre vers la solution numéro 2 en essayant de ne pas se mettre trop la pression et de progresser à son rythme.
Pour une créatrice, en tout cas pour une entrepreneuse créative, le but est de vendre ses créations. Et donc, le but n'est pas uniquement de faire des photos esthétiques ou jolies, mais de faire des photos esthétiques et jolies qui vont déclencher un acte d'achat. Quelles sont, selon toi, les différences qu'il y a entre une photo qui est, entre guillemets, simplement jolie et une photo qui est jolie et qui va donner envie d'acheter? Ça, c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on parle souvent de dire faire des belles photos pour vendre ses créations, mais je pense que belle, c'est un terme un peu générique qui veut dire qui donne envie d'acheter, mais ça va plus vite de dire juste belle. Mais effectivement, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, je le vois moi-même en tant que photographe. Quand je me suis lancée, je me suis rendu compte justement que pendant des années, j'ai fait de la photographie en amateur. J'ai acquis un certain niveau et je faisais des belles photos. Mais quand j'ai commencé à accompagner mes premiers entrepreneurs et que j'ai voulu faire des photos pour les aider à vendre, eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même problématique. Et surtout là, en 2023, maintenant, je pense que si on achète le dernier iPhone, et qu'on a un tant soit peu une vision un peu de ce qui est une photo esthétique, ben en fait tout le monde peut faire des belles photos, quoi. Le truc c'est que oui, effectivement, il va falloir donner envie d'acheter. Et là la différence, moi, se situe, je pense, dans l'intention qu'on met dans notre photo, parce qu'en fait une photo pour moi, elle commence pas le moment où en fait on met sa mise en scène et sa création sur un fond et qu'on déclenche le bouton de son appareil photo ou de son smartphone. Pour moi, la séance photo, elle commence vraiment en amont. Déjà, en réfléchissant à la direction artistique qu'on veut donner à ses photos, à son univers photographique, qui pour moi, c'est vraiment un élément qui fait partie en fait de l'univers de marque et qui est indispensable en fait. Comme pour moi, la ligne éditoriale, la stratégie est indispensable à toute création de contenu sur Instagram. Pour moi, justement, la définition de ces éléments visuels en fait de cohérence et de direction artistique, elles sont vraiment indispensables à la création vraiment de photos qui donnent envie d'acheter. Et donc, je comprends qu'il y a en amont un travail à faire pour avoir une cohérence avec notre marque et avec l'image qu'on a envie de renvoyer. Ouais. Pratiquement, donc vraiment dans les faits, au moment où on prend la photo, qu'est-ce qu'on fait du coup pour faire transparaître ça sur l'image qu'on va photographier? Et ben en fait, pas grand-chose entre guillemets parce que normalement on a réfléchi à ça en amont. Déjà, je pense notamment au travail des couleurs puisqu'on a souvent déjà défini plus ou moins une charte graphique avec des couleurs qu'on va utiliser de manière générale dans notre communication, nos typos, notre site internet, notre logo, et même des fois même dans nos créations aussi parce que on a une certaine unité de couleurs dans nos créations. Pas toujours, hein, mais c'est intéressant de se poser cette question déjà en amont pour le choix des fonds, le choix des accessoires, de choisir les valeurs qu'on veut représenter. Par exemple, si on a une marque, je sais pas, de bougies naturelles en cire végétale, par exemple, avec pourquoi pas des contenants recyclés, enfin des valeurs éco-responsables, eh ben on va certainement pas utiliser des accessoires en plastique, enfin des choses qui sont pas du tout écolo, avec des couleurs hyper criades qui ne renvoient pas du tout le même message en fait. On va plutôt privilégier forcément des matières naturelles, des ambiances naturelles pour justement refléter ces valeurs. Et je pense que c'est vraiment, du coup, une fois qu'on a mis tout ça, qu'on a conscientisé tout ça, et qu'on a choisi les bons fonds et les bons accessoires en rapport avec notre univers, qu'on a fait une belle mise en scène, en fait, au moment de déclencher, il y a vraiment à se préoccuper, est-ce que ma photo est nette, est-ce que la lumière est belle, quoi. Le reste, ça c'est fait en amont plus ou moins. D'accord, d'accord. Alors, tu sais, il y a des créatrices qui sont, moi, en fait, c'est un avis que je te partage, mais il y a des créatrices qui sont tellement fortes, je trouve, avec leurs photos, qu'on sait que c'est leur photo avant même de comprendre quelle est la création, et avant même de lire leur nom. Donc, on regarde sur Instagram, une photo arrive et on sait à qui elle appartient avant même de savoir qui c'est. Je pense entre autres au compte de Anna Bishop, à Happy Lab Toys ou à Louis et Jules ou encore Fairy Artisanat. Enfin, je pourrais en citer tout plein, mais ce sont vraiment des comptes, je trouve, où l'image fait partie intégrante de la marque. Alors, oui, leurs créations sont elles-mêmes reconnaissables entre mille, donc ça aide forcément à reconnaître. Mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose vraiment de lié au visuel. Alors, à mon humble avis, je trouve qu'arriver à ce niveau-là de notoriété, si je peux dire, c'est génial parce que ça va accentuer et vraiment renforcer le fait qu'on a une identité de marque vraiment très forte. Est-ce que toi, tu as des conseils ou est-ce que tu sais nous dire comment on peut faire pour arriver à ce résultat, à vraiment avoir des photos reconnaissables entre mille?
Bah oui, complètement. C'est justement ce que je disais avant. Pour moi, c'est vraiment la définition en fait de la ligne éditoriale de ces shootings. En fait, il y a des personnes qui le font naturellement, en fait, sans même y réfléchir, parce que voilà, c'est un talent comme un autre, hein. Il y a des gens qui font ça intuitivement, et puis d'autres pour qui ça va demander de le travailler un peu plus, un peu plus, de façon un peu plus importante. Mais c'est tout à fait possible d'arriver à ce résultat avec une bonne méthode. Moi, c'est ce que c'est ce que j'appelle ça la création d'univers photographique dans ma formation. Et honnêtement, ça, c'est un truc qui se fait en plusieurs étapes. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. On va passer d'une photo qui reflète pas grand-chose à une photo qui est 100% travaillée, hein. C'est une étape qui se fait au fil des mois et tout ça. Mais il y a vraiment, donc, je me disais, cette cohérence de couleurs, cette cohérence aussi dans la lumière et dans le traitement de la lumière. En, c'est un truc qu'on conscientise pas toujours quand on n'est pas pro dans la photographie ou dans la gestion de la lumière, mais qu'on remarque en fait même sans vraiment savoir ce qu'on voit. Par exemple, il y a l'utilisation de lumière douce avec très peu d'ombre, ou au contraire des jeux de clair-obscur, des choses comme ça. Et en fait, les photos qui se démarquent, ce sont des photos qui ont souvent le même traitement de lumière en fait, de manière régulière. D'accord, et c'est donc cet ensemble-là qui va créer la cohérence et Oui, pareil, le choix des accessoires et tout ça, même si on n'est pas obligé d'utiliser toujours les mêmes accessoires, mais d'avoir une ligne directrice en fait en utilisant des éléments naturels plus ou moins, enfin exemple, ou alors au contraire des éléments toujours colorés ou comme ça. On n'est pas obligé de faire toujours les mêmes éléments, mais de garder une ligne directrice avec qui a du sens en fait et qui permet de faire une signature visuelle. Et ça vient aussi avec la retouche photo aussi, qui doit pour moi, qui est une étape indispensable et qui doit être toujours travaillée entre guillemets de la même façon. alors ça, c'était quelque chose qui me venait en tête en t'entendant parler. Alors je dirais qu'il y a quelques années de ça, c'était filtre à outrance. On superposait les filtres, on était là. Et alors dans certains cas, ça donnait bien, et puis dans d'autres, c'était un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'était souvent n'importe quoi, on va pas se mentir. Oui. Et ma question, du coup, d'un point de vue de la retouche, quand on n'est pas une professionnelle et qu'on ne sait pas très bien, quels sont tes conseils pour retoucher ou pour filtrer sans basculer dans un extrême qui, du coup, ne va pas du tout servir à la beauté de la photo? Oui, beh, justement, hein, moi j'ai tendance à dire quand, dans le doute, hein, less is more. Vaut mieux pas trop retoucher, que retoucher à outrance et faire un rendu pas du tout naturel. Surtout en photo produit, puisque là, c'est absolument indispensable que les couleurs de nos créations, en photo aient un rendu, relativement fidèle à la réalité pour pas que les acheteurs soient déçus par la couleur, de la création quand ils vont la recevoir. Donc du coup, tous ces filtres-là, moi je les conseille pas, sauf de temps en temps, si on a envie de mettre un filtre en story ou comme ça, enfin c'est pas gênant, mais en tout cas pour les photos du feed et pour les fiches produits et le site internet, moi je proscris vraiment les filtres photos. Pour moi, les filtres en plus c'est pas vraiment de la retouche. Pour moi, la retouche c'est vraiment l'édition qu'on peut faire sur Lightroom, Photoshop ou sur des applications qui sont 100% gratuites et très faciles à utiliser comme Snapseed par exemple, que je recommande beaucoup et qui est 100% gratuite sur iOS et sur Android pour info. Et ce sont des choses, par exemple, ça peut être justement la balance des blancs. Par exemple, si on shoot, je sais que moi je recommande énormément de shooter en lumière naturelle et d'éviter absolument les plafonniers et tout. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et du coup, si la lumière, si la photo elle est trop jaune, un petit coup de balance des blancs et on rectifie le problème très facilement. Et donc je conseille vraiment de pas partir dans des modifications, on va dire, de photos quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de la retouche, enfin, je veux dire, du graphisme ou quoi. Enfin, on est juste là pour sublimer la photo qu'on a déjà prise. Sachant que si on prend nos photos avec notre téléphone, notre smartphone, en fait, naturellement, lui, avec les algorithmes des smartphones, ils vont créer une photo déjà une version retouchée. Donc là, je dirais que ça dépend des smartphones. Parce qu'ils n'ont pas tous le même algorithme, ils n'ont pas tous la même façon. Moi, par exemple, pour info, j'ai un Pixel 6. Bon, évidemment, je l'utilise pas pour mes shootings, mais en tout cas, j'utilise des fois pour mes stories ou pour mes photos de vacances. Il a tendance à faire des photos très très contrastées et avec beaucoup trop de netteté. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ça va pas avec mon univers puisque même si mes photos sont nettes et contrastées, elles le sont pas autant. Là, c'est vraiment, ça rend les traits durs en fait. Donc du coup, c'est un truc que moi que je baisse à la retouche quand je fais des photos avec mon téléphone pour que ça reste cohérent avec les photos que je fais avec mon appareil photo qui sont beaucoup plus douces.
Et puis, donc ça peut être des petites choses comme rajouter un petit peu de luminosité. Je sais que c'est pas facile aussi d'avoir un bel éclairage sur tout le produit. Donc c'est quelque chose qui peut être facilement retouché aussi, en mettant un petit coup d'éclaircissement d'un côté et pas de l'autre comme ça. Et puis évidemment, voilà, des petites choses comme du redressement d'image, un petit coup de recadrage si besoin. Pourquoi pas aussi des fois quand on a des petites poussières, des petits reflets, ça peut être des retouches qui sont intéressantes à faire. Mais voilà, après, sinon, l'idée n'est pas de transformer radicalement la photo, quoi. D'accord. Et alors, pour encourager ou motiver les créatrices et entrepreneuses créatives qui nous écoutent, est-ce qu'on peut réussir à faire soi-même ses photos pour sa marque, ou est-ce que il faut à un certain moment qu'on fasse appel à un photographe ou une photographe professionnelle? Et ben ça dépend. Honnêtement, je pense que, en fait, tout le monde, dans l'absolu, on peut tous se former à la photo, et je pense que tout le monde peut faire des très belles photos pour sa marque. Après, ça va dépendre de son affinité avec la compétence. Enfin, je pense que moi, je sais que par exemple, tout le monde m'a dit qu'on peut tous se former au SEO. Moi, je déteste ça. C'est un truc qui me donne des boutons et j'ai pas envie. Donc, j'ai plutôt décidé de le déléguer. Mais dans l'absolu, j'aurais aussi bien pu me former. C'est juste que c'est un choix, quoi. Et donc la photo, c'est pareil, ça dépend aussi du temps qu'on veut y consacrer. Et après aussi de la faisabilité. Je sais qu'en fonction des créations, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui fabriquent des très petites séries, voire des pièces uniques sur mesure. Et là, je pense que c'est indispensable de se former. Et je pense que, parce qu'en fait, c'est impossible techniquement de faire un peu la photographe systématiquement à chaque fois qu'on va sortir une pièce unique, quoi. Donc là, dans ce cas-là, je pense que même si on n'aime pas la photo, je pense qu'il faut se forcer un petit peu parce que même si on a le budget, ça sera, je pense, quasiment impossible techniquement de déléguer, quoi. Parce qu'il y a ce côté pratique aussi, au-delà du Bien budget que ça sûr. représente de déléguer des photos. Bien sûr. Je te propose maintenant de rentrer un petit peu dans des considérations plus, enfin, on en a déjà évoqué, hein, mais plus techniques, plus pratiques. Et je te propose d'imaginer, par exemple, que je doive organiser le shooting de ma prochaine collection. Ouais. À quoi dois-je penser en amont? Et si j'ai bien suivi ce que tu m'as expliqué, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. À quoi je dois faire attention le jour du shooting pour ne rien oublier? Mm. Et sur quoi est-ce que je dois me concentrer après pour réussir mes photos, et donc c'est-à-dire faire des photos qui vont donner envie d'acheter mes créations? Yes, carrément. Et justement, d'ailleurs, excuse-moi, je me permets de rebondir un tout petit peu sur la question précédente. Est-ce que tout le monde peut se former à la photo? En fait, oui, parce que justement là, tout ce qui se passe en amont, finalement, c'est pas de la technique, c'est beaucoup de la stratégie, et finalement, c'est beaucoup plus facile à apprendre que la technique. Donc, c'est le côté rassurant de la photo, c'est que finalement, il y a moins de techniques qu'on le pense. Enfin, il y en a évidemment, mais l'avantage, c'est qu'avec les smartphones 2023, ils prennent beaucoup en charge ce paramètre pour nous, quoi. Donc, première chose, ça va être de déjà partir de sa collection. C'est quelle saison, c'est pour qui déjà? Est-ce que c'est pour des femmes, enfants, bébés? Enfin, si tant est que ce soit des vêtements, mais sinon, ou si c'est la déco. À quel moment elle va sortir? Qu'est-ce qu'on veut refléter avec cette collection? Qu'est-ce qu'on a envie de vendre comme univers? Quel va être le lifestyle associé à cette collection? À quoi servent les produits aussi au passage? Et là, première chose à réfléchir, ça va être le choix du décor, parce que évidemment, la solution la plus simple et que beaucoup de créatrices utilisent, c'est de shooter chez elles, dans leur atelier et tout ça avec des fonds. Mais si on a la possibilité d'organiser un shooting, on va dire un peu plus travaillé, en fait, tout simplement, et de tout shooter d'un coup, ça peut valoir le coup d'aller dans un autre lieu, en fait. Et c'est pas obligé de louer un appartement qui coûte 1 000 € la journée, hein, mais ça peut être tout simplement aller à l'océan, aller dans la forêt, aller dans une rue. Enfin, ça peut être plein de lieux, quoi. Et ou aller squatter chez les copines. Moi, à titre perso, c'est quelque chose que je fais énormément quand j'ai besoin d'avoir un décor que j'ai pas à la maison. Je paie l'apéro en échange de squatter leur intérieur. Excellente idée. Et puis donc première chose, donc ça va être ça, parce que finalement l'arrière-plan, si jamais c'est pas un lieu, ça va être les fonds photos, quoi, tout simplement avec ce qu'on a, de réfléchir ça, puisque le fond c'est vraiment un peu la colonne vertébrale en fait de sa photo, l'arrière-plan, le décor, donc c'est très important de réfléchir à ça en premier. Ensuite, de quels accessoires je vais avoir besoin.
Pour revenir par exemple sur l'exemple de si on fait une collection de prêt-à-porter, admettons on vend des vestes, enfin je sais pas, on est spécialisé dans les vestes, c'est super, mais est-ce qu'on va les shooter toutes seules ou est-ce qu'on va peut-être penser à les accessoiriser avec le reste, par exemple, je sais pas, un sac à main, une ceinture, ou peut-être le bas de la tenue aussi si on a un modèle, enfin histoire que il soit habillé en entier. Voilà, peut-être la coiffure aussi, les bijoux, enfin on va réfléchir à tout ça. Et si jamais on ne shoote pas les vêtements portés, on va quand même aussi réfléchir parce qu'il y a plein de façons de faire des mises en scène, même sans porter, avec le reste de la tenue, histoire d'accessoiriser. Et puis aussi d'autres choses qui sont pas forcément des vêtements, mais qui rappellent un peu cet univers, quoi. Je me dis que par exemple, si on décide je reste encore sur cette idée de prêt-à-porter, si on fait des vestes, par exemple, très habillées, on est tailleur spécialiste dans les vestes de blazer, on peut par exemple imaginer les présenter sur un portant un peu design avec des cintres un peu dorés ou je sais pas, enfin quelque chose de luxe qui est associé au code du luxe, au code du travail, des choses comme ça. Et au contraire, par exemple, si on fait des vêtements de tous les jours plus colorés ou quoi, pourquoi pas des cintres colorés, mettre des fleurs autour, enfin des choses qui rappellent notre univers et qui font des codes couleurs en fait tout simplement. D'accord, donc ça c'est en amont, tout ce à quoi il faut Ouais, tout ça c'est penser. en amont, oui. Et puis de se préparer aussi, de se faire une petite checklist, faut pas hésiter parce que en fait le problème c'est que ça paraît beaucoup de choses à penser, mais en fait c'est comme quand on va faire ses courses, en fait si on fait pas de liste, on revient, on a oublié le beurre quoi. Enfin et donc c'est un peu pareil pour la séance photo finalement. Quand on est chez soi, si on a des accessoires chez nous, on peut y remédier, mais des fois si on a besoin d'acheter un truc ou quoi, là c'est un peu trop tard pour se rendre compte quoi. Oui, je conseille de faire une petite checklist. Alors voilà, avec où on va. Si jamais on va en extérieur, checker la météo. Si c'est en intérieur, checker est-ce que j'ai les bons fonds, les machins. Est-ce que mon appartement ou ma maison, elle va être exposée de la bonne façon à l'heure où je fais mon shooting aussi, parce que est-ce que la lumière va être belle à ce moment-là. Ensuite, quels accessoires dont j'ai besoin, se faire une petite liste, se les préparer. Comme ça fait gagner énormément de temps le jour de la prise de vue. Et aussi, quelle mise en scène je vais faire. Ça peut être intéressant. Si je photographie mes produits portés, ça va être quelle pose, quel angle j'ai besoin. Et si je photographie mes produits non portés, ça va être quel plan je veux aussi et quelle mise en scène. Parce qu'on va peut-être photographier un produit dans une mise en scène. Ou pour gagner du temps, on va peut-être créer une mise en scène et photographier toute la collection de cette mise en scène et puis rechanger de mise en scène, etc. Et ça va être important de se faire une checklist pour pas oublier de photographier nos produits sous toutes les coutures. Parce que ça fait quand même gagner du temps si on fait tout d'un coup. Et ça aide aussi énormément à la cohérence de l'univers. Et puis évidemment prévoir son petit matériel photo quoi. Donc est-ce qu'on a besoin, si on photographie son appareil photo, est-ce qu'on a bien nos cartes SD, nos batteries chargées, si on a besoin d'éclairage d'appoint, est-ce que pareil on a tout, si c'est le smartphone, est-ce qu'on a assez de mémoire parce que c'est un classique ça de commencer à faire une photo et de devoir supprimer 3 applications parce qu'il n'y a plus la place. Ou est-ce qu'il y a aussi assez de batterie, etc., etc. Et prévoir tout ça. Et comme ça, le jour J, on est hyper serein. Et d'ailleurs, pour les mises en scène, moi, je conseille aussi, même pourquoi pas, de faire des croquis si on est un peu fort en dessin ou quoi. Je trouve que ça aide énormément à se projeter et à mieux vraiment conscientiser nos créations dans l'espace par rapport aux accessoires et tout ça. Et donc, forte de ma checklist, de mes accessoires, Ouais. de mon appareil, de mon smartphone, de mon appareil, de mes éclairages Ouais. et de mes créations, j'arrive le jour J sur le lieu du shooting. Qu'est-ce que je dois faire? À quoi je dois faire attention pour que tout se passe bien au moment du shooting? Ouais, alors attention déjà à faire attention justement à l'arrière-plan, au décor. Parce que des fois, quand on shoot chez soi, on a dégagé un petit coin de bureau comme ça et c'est le bazar dans le reste de la maison. Je suis une spécialiste. Mais du coup, à faire attention quand même que ça soit vraiment, que le bazar soit pas trop proche de la mise en scène. Parce que ça, c'est vraiment... en fait, un arrière-plan chargé ou avec des trucs qui noient, c'est vraiment le pire en fait pour nuire à la lisibilité d'une photo et pour ne plus avoir de rapport avec le message qu'on va faire passer. Donc à ça, faire attention évidemment au réglage. Si on shoot avec notre appareil photo particulièrement, mais avec le smartphone aussi, c'est important de s'assurer que la photo elle est bien exposée, donc ni trop sombre ni trop lumineuse, et que la photo est bien nette et de bien faire la mise au point sur sa création. Donc sur le smartphone, c'est hyper facile, il faut juste appuyer sur le bouton sur l'écran et appuyer à l'endroit où il y a la création dans l'écran, quoi. Histoire que ça soit la création qui soit nette et pas le bouquet de fleurs séchées qui est derrière, quoi. Et ensuite, une fois qu'on a shooté nos créations, on rentre chez soi, on télécharge les photos sur notre ordinateur. Et à quoi est-ce que là, à ce moment-là, je dois prêter attention? Ça va être alors
ça va être déjà de pas hésiter à faire du tri drastique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais en fait, comment ça se fait que certaines créatrices, par exemple, elles ont que des photos belles ou comme ça, ou même moi, enfin, je veux dire que je poste que des jolies photos. Bah, tout simplement parce qu'il y en a 150 derrière qu'on vous montre pas. Et en fait, c'est pas facile de réussir du premier coup ces photos et ces mises en scène. C'est normal. Moi, j'ai un petit conseil quand même là-dessus qui repart à la prise de vue, d'essayer de quand même bien réfléchir en amont et de pas déclencher n'importe comment, donc de vraiment conscientiser, de tourner autour. Et quand on a la belle mise en scène, là, on déclenche pour gagner du temps. Et aussi, ça permet de progresser et d'exercer son œil. Mais il y en a quand même des petites ratées, et tout ça. Donc là, faut pas hésiter en fait. Moi, j'ai tendance à dire en fait, c'est un peu comme choisir les photos qu'on va sélectionner, c'est comme faire du shopping. Si on est dans la cabine, qu'on regarde ce pantalon dans tous les sens et qu'on est là, je sais pas, machin, on peut être sûr que si on l'achète, on va donc, je sais pas, aussi à la maison. Et ben, les photos, c'est pareil, en fait. Si on est là, ouais, non, je sais pas, ben, c'est qu'elle n'a pas passé le test qualité, quoi. C'est une belle comparaison. J'aimerais te demander maintenant, si tu le veux bien, de partager avec nous ta recette ou ton conseil ultime pour vraiment réussir à créer ces photos qu'on recherche en tant que créatrice, et ces photos qui vont donner envie d'acheter, qui vont parce que je parle beaucoup de donner envie d'acheter parce que c'est le but Oui, ultime, c'est mais ça, c'est le nerf de la guerre. là aussi, là autour, il y a aussi le fait de réussir à retranscrire son univers, à transmettre son univers, ses valeurs. Donc, il n'y a pas forcément uniquement que donner l'envie d'acheter. Bon, ça, c'est le but ultime d'une entrepreneuse créative, mais aussi de réussir à retransmettre son univers. Selon toi, Émilie, quelle est cette recette ou quel est ce conseil qui va faire que, à tous les coups, nos photos seront réussies? Alors, à tous les coups, je sais pas, parce qu'il y a quand même toujours un peu des ratés, on va pas se mentir. Mais je dirais que déjà, la première recette, c'est vraiment de définir sa ligne directrice en amont, tout ça, parce que c'est important. Parce que quand on a un cadre, en fait, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est comme faire un gâteau avec une recette. En général, on a quand même beaucoup moins de chances de le rater. Euh, mais aussi de pas trop se mettre la pression. Comme je disais, en fait, c'est un cheminement et on trouve pas sa patte. Comme j'imagine que beaucoup de créatrices, les créations qu'elles font maintenant, c'était clairement pas les mêmes que celles qu'elles faisaient il y a 5 ans. Donc on progresse hein, forcément. Et la photo, c'est pareil, hein, c'est notre compétence. Et faut exercer notre œil, faut s'exercer, enfin faut s'entraîner. Donc faut pas hésiter à pratiquer. Et même si je disais que voilà, si la photo passe pas le test qualité, faut pas la poster. Il faut aussi, je veux dire, relativiser au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, si on a si on est prêt à se former et tout, on continue, on avance, mais faut quand même se dire au bout d'un moment, mieux vaut fait que parfait, et pas non plus se mettre des attentes impossibles à atteindre, parce que justement, j'en parle avec plusieurs créatrices en ce moment qui sont bloquées, qui se posent plein de questions et qui ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à avoir le petit truc qui font que ça reflète leur univers et tout ça. Et je trouve ça triste parce que du coup, ça remet beaucoup en question aussi des choses sur son travail, sur son estime de soi et tout. Et franchement, moi, je suis là pour vous donner la possibilité de faire les meilleures photos possibles. Mais si vous atteignez pas ce résultat là tout de suite du premier coup, c'est normal, c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, Rome c'est pas construit en un jour, hein, et puis faut pas, c'est comme les pyramides aussi, pareil. C'est mes références antiques là du moment. Je veux dire, au début il y avait juste un désert, et puis voilà, il y a un mec qui a mis une pierre, et puis une autre, et puis ainsi de suite, et puis regarde, voilà, des siècles après, elles sont encore là, quoi. Donc mettez une première pierre, et puis une deuxième, et puis voilà. Et puis si vraiment vous vous sentez bloqué et que vous êtes coincé, faites-vous accompagner ou formez-vous, ça peut vraiment aider, quoi. Très, très bon conseil. Émilie, je te remercie infiniment pour toutes ces choses que tu nous as apprises et partagées. Grâce à toi, les créatrices sauront très certainement comment aborder la réflexion autour de l'aspect visuel de leur création plus sereinement. J'en profite pour dire à toutes mes copines et collègues créatrices que ton site internet et tes réseaux sociaux se trouvent en description de cet épisode. Allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a énormément d'informations qui pourraient vous aider. Et j'aimerais terminer cet épisode en te demandant de partager avec moi le nom d'une créatrice qui aurait des choses intéressantes à venir nous raconter dans ce podcast pour aider, pour inspirer les copines créatrices à faire grandir leur marque.
Eh ben écoute, là tu me poses une colle parce qu'en fait il y a tellement de créatrices inspirantes et je pense que déjà être créatrice, c'est vraiment être inspirante de base. Et moi je suis très admirative parce que j'ai toujours rêvé de l'être et j'ai jamais osé. J'ai envie du coup d'en profiter pour faire donner un petit coup de pouce à une de mes amies qui s'appelle Margot et sa marque c'est Mystic Flowers. Elle fait des bijoux en polymère et ils sont magnifiques ces bijoux. Et donc voilà, du coup j'en profite pour parler de son travail aujourd'hui. Eh bien, je te remercie infiniment. L'invitation est lancée, Margot, si tu veux venir papoter avec nous sur Créatrice Power. Émilie, je te remercie une fois encore et je te dis à très bientôt. Ça marche, à bientôt, merci encore pour ton invitation. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de 1001 façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.